Retour en direct dans l'Access de Sport 365 avec David Aiello parce que Roland Garros arrive et parce qu'on aime le tennis. On va en parler de tennis avec cet homme qui est avec nous. C'est Laurent Chiambretto, journaliste, auteur, président de club de tennis, qui a fait le tour du monde pour voir comment on enseignait le tennis aux quatre coins de la planète et qui sort ce livre aux éditions Manokan, Le Dico bien frappé du tennis. C'est juste passionnant, c'est plein d'anecdotes, c'est 50 nouvelles histoires croustillantes, méconnues sur les joueurs, 50 définitions, bref, c'est juste un petit caviar. Magnifique, on va se régaler. Et absolument, on vous a préparé un petit quiz. Pourquoi nous allons soumettre notre ami sourire David. Ah, c'est que moi. Oui, oui, évidemment. Et pourquoi c'est pas Laurent qui nous pose des questions et on répondrait tous les deux? Ah, moi je suis maître de cérémonie. Bon, d'accord, allons-y. Alors évidemment, ce sont des anecdotes totalement inconnues, donc évidemment, personne ne connaît les réponses, donc je ne t'accablerai pas si tu te plantes. On va commencer par cette première petite question. Alors à chaque fois, il y a 4 possibilités de réponse. C'est des QCM, on appelle ça comme ça. Ouais. Questionnaire à choix multiple. Est-ce que tu sais ce que l'on appelle un twinner d'abord? Un twinner, alors ça vient en fait de l'anglais twin, qui signifie, comme tout le monde le sait, jumeau. Et en fait, ma définition s'arrête là. Un twinner, regardez cette action, regardez ce qui va se passer. Vous avez Roger Federer là en bas de l'écran. Regardez bien ce qu'il va faire. Il va effectuer un twinner dans quelques petites secondes. L'amorti, il monte, il y a le lob. Et là, maintenant, il va faire le twinner. Le twinner, c'est ça. Ah, pour moi, c'est Yannick Noah qui a popularisé ce geste. Enfin, je l'ai revu très souvent faire ce geste. Je ne sais pas si Laurent peut nous confirmer, mais... Vous êtes très fort, hein, David, sur le coup. Puisqu'en fait, c'est Noah qui l'a popularisé, mais ce n'est pas lui. Mais j'aime bien ce mais. Voilà. Mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. Qui a inventé le twinner? Voici la question. 4 possibilités de réponse. Roger Federer sur une balle de match contre lui. Paul-Henri Mathieu en finale de la Coupe Davis 2002. Mansour Barami lors d'un tournoi exhibition. Ou Guillermo Vilas inspiré par une pub pour de la bière. Alors, je suis quasiment sûr que c'est Mansour Barami. Eh bien, absolument pas. C'est Guillermo Vilas inspiré par une pub pour la bière. Et il y a la photo qui va avec et tu vas nous expliquer, Laurent. Je vais vous raconter un petit peu l'anecdote dès le départ. Donc, Guillermo Vilas, on se remet dedans, c'est les années avec Björn Borg, les grandes rivalités. C'est un Argentin, il a remporté 4 tournois du Grand Chelem. Pour la version closer, c'était également le petit ami de Caroline de Monaco, il y a très longtemps. Et donc, ce joueur argentin lors du tournoi de Buenos Aires, a inventé ce coup. Après un lob magnifique, il a fait ce coup entre les jambes dos au filet, a gagné le point devant une foule électrisée. Et de quelle manière avait-il inventé ce coup? En regardant une pub pour whisky. Donc, comment cela se fait? C'est un point d'interrogation. Donc, il était tranquillement assis sur son sofa, une pub pour un bourbon. Et là, il voit un joueur de polo effectuer un back-under. Un back-under, pour les initiés, je me suis renseigné sur Google, je ne le connaissais pas. Pour les initiés, c'est un coup de maillet entre les pattes du cheval. Et là, inspiration magique, notre Géo trouve tout en herbe. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il essaie de reproduire ce coup-ci à l'entraînement, une bonne quinzaine de fois. Il le reproduit en match, il le réussit, la foule électrisée, il le retente 7 autres fois, il réussit 7 autres points. Et la 9e fois, il va le planter lamentablement à Wimbledon et il va complètement arrêter de le faire à l'entraînement et en match. Et depuis, ce coup a été popularisé par Yannick Noah, je crois que c'était en 83 à l'US Open. Et ensuite Federer, comme on a vu, comme Djokovic, ou maintenant il y a même des twinners inversés. On a déjà vu Dimitrov ou mon fils. C'est plus dos au filet, mais c'est face au filet. Je vous ferai bien le coup, mais je suis un petit peu mal disposé là. Mais voilà, tout à fait. Bon, ça me donne une bonne réponse, non, le Yannick Noah qui a popularisé en 83. Oui, non, mais Noah, tout le monde l'a vu. Non, mais je sais pas. Non. La question, c'était pas quand. Non, c'est qui a inventé? Tu m'as dit Mansour Barami. Et par contre, d'où ça vient? Mansour le fait très bien, par contre. On est d'accord. On est d'accord. Le terme twinner, on sait d'où ça vient finalement ou pas? Ce que vous aviez dit était pas mal. C'est une façon de dire que je ne sais pas. Voilà. On est d'accord. Ok. Question suivante. À quoi Fred Perry doit-il sa victoire en finale de l'US Open 1933, pardon. On n'est pas sur les polos, là, on parle d'autre chose. Des tribunes interdites aux supporters de son adversaire. Une plante énergisante découverte la feuille du match. Un tamis de raquette plus grand que la norme. Ou une pause arrosée de son adversaire. Une plante énergisante? À quoi Fred Perry doit-il sa victoire en finale de l'US Open 1933? David nous dit une plante énergisante. Qu'il aurait quoi? Fumé en infusion? Il aurait effectivement infusé, oui. Infusé. Puisque c'est un joueur d'origine anglo-saxonne. Eh bien, pas du tout. C'est une pause arrosée de son adversaire. Alors là, il faut que tu racontes, c'est génial. Oui. Donc c'était en 1933, et on va dire il y a assez longtemps. Et à l'époque, d'ailleurs, il jouait contre Jack Crawford. Donc ça ne vous dit absolument rien, mais ce joueur a failli devenir le plus grand joueur de l'histoire du tennis dès le départ.
En fait, ce joueur avait remporté l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon. Donc, il pouvait réussir le Grand Chelem contre Fred Perry en finale. Il mène 2 manches à 1, ça aurait été le premier joueur. Il mène 2 manches à 1 contre Fred Perry. Et là, à l'époque, il y avait une pause de 10 minutes à la fin du 3e set. C'était les mœurs de l'époque. Donc, pendant les 10 minutes, Fred Perry, qu'est-ce qu'il fait ? Déjà très pro, le garçon. Il va dans les vestiaires, il se fait masser, il change de vêtements, il récupère. Et notre ami Jack Crawford, lui, avec ses vêtements pleins de sueur, il allait rejoindre sa douce, sa femme dans les tribunes. Donc, était-ce pour trouver dans la force de son amour des pulsions supplémentaires pour réussir le Grand Chelem ? En fait, pas du tout. C'était juste pour s'allumer une petite clope et se boire un verre de cognac. Et le tout réuni sous une chaleur de plomb, il faisait 40 degrés. Le gars, il fume une cigarette et il boit un scotch. Il fume une clope, un petit bourbon ou un petit scotch, je ne sais pas les détails de l'époque, les vêtements pleins de sueur, sa douce bien-aimée à côté, 40 degrés. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? Le 4e set durera 10 minutes. Le 5e set durera pas plus, 20 minutes, un jeu marqué dans les 2 dernières manches, une bonne gueule de bois et des regrets éternels. Voilà l'histoire de notre ami Jackie. C'est juste incroyable quand même. Magnifique. Mais ceci dit, je vais encore reparler d'Yannick Noah. Yannick Noah, dans l'une de ses biographies, a également confirmé qu'il lui arrivait d'avoir des rapports intimes juste avant les matchs. Absolument, c'est vrai. Écoutez, ça pourrait être dans votre... C'est ce que fait David avant les émissions. Il n'était pas présent. Ah ben c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Non, c'est vrai, il a dit que ça avait des effets... C'est toujours... c'est toujours... Je t'écoute, vas-y. Non mais je veux dire, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être à la fois très fatigant ou au contraire euphorisant. Voilà ce que je voulais dire. Parfait. Et tu as une remarque personnelle ou une expérience Non, c'était là parce que ça peut être... Ok. Vous avez tenté le coup, non ? Qu'arriva-t-il à Adriano Panatta, la légende Adriano Panatta, à la finale de Roland-Garros 1976, qui est, petite précision mon cher David, sa seule finale de Grand Chelem remportée. J'allais vous le dire, sa seule finale de Grand Chelem. Absolument. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a pris un petit apéro, il avait un mal d'écran qui lui coûte à la finale. Il apprend la naissance de son premier enfant au moment d'entrer sur le court. Sa paire de baskets lui est livrée par avion 10 minutes avant le match, où il apprend l'identité de son adversaire à son entrée sur le court. Non, il apprend la naissance de son premier enfant. Absolument pas. C'est l'histoire de la paire de baskets. Oui, je reprends l'histoire depuis le début parce que cette histoire, je la trouve énorme. C'est François Pignon le retour. Pourtant, Panatta, c'est vraiment le beau gosse. Hein. Il était en Italie, Noah en France dans ses plus belles années. Hein. C'était une idole nationale. Et donc, il joue cette finale de Roland-Garros. Et d'ailleurs, il avait une superstition. Lors de ses 3 derniers matchs, il a essayé les mêmes chaussettes et les mêmes slips. Pour lui, ça avait un effet magique, surtout son slip. Il pensait que sans son slip, ses forces s'estompaient sur le terrain. D'où l'importance, à chaque fin de match, de laver son caleçon magique et ses chaussettes. Donc tout était réuni le matin de cette finale, tout, mais patatras, une gaffe énorme de son partenaire de double, Bertolucci, qui est parti à Berlin en embarquant ses pompes. Donc jusque-là, on se dit, bon, il va changer de pompe. Mais non, c'était des super gars. C'est une marque italienne de l'époque qui n'était commercialisée qu'en Italie. Donc, qu'est-ce que c'est pas ça ? On va commencer à faire le branle-bas de combat. On appelle Rome. Des chaussures italiennes Superga à la pointure de Panatta sont commandées. On appelle quand ? La veille, au soir ? Non, le jour même de la finale. On appelle, un pilote est affrété, qui devait faire le vol Rome-Paris. Les paires de baskets partent par le vol. Arrivée des paires de baskets à Paris-Orly, qu'est-ce qui arrive ? Le chauffeur de taxi qui arrive, qui embarque les paires de pompes et qui retourne à Roland-Garros, et les pompes arrivent 10 minutes avant le début de la finale. Mais là, c'est pas encore la fin de la commedia dell'arte. Hein. Ouais. L'histoire continue. Panatta, complètement angoissé par cette histoire de pompe, il arrive au stade dans sa belle voiture, et complètement ailleurs, la portière à toute vapeur, et la main de sa femme qui reste dans la portière. Donc, je vous ai dit, c'est Pignon. Donc, mais il valait mieux ça que sa main à lui. Voilà. Donc la femme, elle nous fait un cri à la Tarzan, elle s'évanouit de douleur. Vraiment ? Vraiment. Non mais bon, je rassure tout le monde, plus de peur que de mal, elle pourra assister à la finale, et surtout le plus important, la carrosserie de la voiture ne sera pas abîmée. Donc voilà. Mais sinon, finalement, la préparation d'avant-match avait été nettement plus stressante que le match en lui-même, puisque le match en lui-même, Panatta le gagnera assez facilement, et l'histoire se terminera bien par rapport à tout ce qui s'était passé le jour J de la finale. Deux petites remarques quand même. Il faut savoir que derrière, Panatta a lancé une marque de vêtements de
sport, y compris de chaussures. Donc peut-être qu'il s'est dit au moins là je serai bien servi. Et d'autre part, on rappelle quand même qu'il ne faut jamais porter des chaussures neuves quand on commence une compétition. Donc là, il avait pris des risques également en prenant ses chaussures qui étaient neuves, qui n'étaient pas faites à son pied, il aurait pu avoir des ampoules. Et Dieu sait que David le sait, parce que des compétitions, il en fait souvent. On rappelle que toutes ces anecdotes sont dans le dico bien frappé du tennis, écrit par Laurent, évidemment. On a encore plein d'anecdotes et encore des quiz. On rappelle que pour l'instant, c'est un 0 pointé pour David. La suite, c'est juste après le rappel de l'actualité. Laurent Chiambretto est en direct avec nous dans l'Access de Sport 365 avec David, auteur du livre Le dico bien frappé du tennis aux éditions Manokan, avec ses histoires, ses anecdotes juste incroyables. Et on va continuer de se régaler. Question suivante. Qu'est-ce qu'on se régale? Non, on apprend des trucs incroyables. Évidemment, j'adore. Continuons. Quel âge avait le plus vieux joueur à disputer un match de Coupe Davis? Voici les possibilités de réponse. 48, 53, 59 ou 67 ans. J'ai pas d'indication sur les joueurs. Vous pouvez pas me dire au moins le nom du joueur? Rien du tout. 48, 53. 59 ou 67? Oui, à ton âge, on n'arrive plus à lire les chiffres. Coupe Davis, 59. 59 ans, c'est une bonne réponse de David Ayello. Ça mérite d'être souligné. C'est vrai. Comme quoi, au petit bonheur la chance, parfois on gagne. C'était qui, c'était quand, c'était quoi? C'était lors d'un match de Coupe Davis. Parce que c'est étonnant d'être sélectionné en Coupe Davis à 59 ans. C'était, alors je vais prendre mon élan, Yaka Gorafin Koptagan, donc que tout le monde connaît bien évidemment, qui était un joueur de l'équipe du Togo, qui était même le capitaine de l'équipe du Togo. Donc à l'époque, il avait été joueur du Togo. Ensuite, il s'était retiré dans un village qui à l'époque était sans eau ni électricité, et il avait donc accompagné son équipe qui jouait un match contre l'île Maurice. Donc là, il n'était plus capitaine joueur, il n'était que capitaine. Tout à fait. Théoriquement. Pour la zone Afrique de Coupe Davis. Et au moment du match de double, il y avait un joueur de simple qui était reparti. Et le joueur de double donc, qui devait arriver, rate son avion pour cause de panne de réveil. Donc là, dans la muse, le capitaine, il n'y a plus qu'un joueur. Donc il s'auto-sélectionne en catastrophe. Donc imaginez la tête de ses adversaires de double qui étaient âgés de 17 et 19 ans quand ils virent le papy venir de 59 ans faire le double. Bon, au final, il n'y eut pas de miracle. Ils perdirent le double et la rencontre, mais ce bibliothécaire à la retraite entra dans le Guinness Book des records à 59 ans et 155 jours pour être précis. Voilà. Un record qui n'est pas prêt d'être battu. Hein. Ça m'étonnerait. David, juste pour confirmer que tu connaissais bien la réponse, son nom c'est? C'est monsieur, on peut le faire en synchronisé. Allez, question suivante. 4 possibilités de réponse. Raphaël Nadal a peur de... Voici les 4 possibilités de réponse. De l'orage, de l'obscurité, des chiens ou des araignées? Sans aucun doute des araignées. Eh bien, mon cher David, c'est encore une bonne réponse. Mais pas que. Donc, elle n'est pas bonne. Parce que Nadal a peur de tout. Nadal est un garçon extrêmement angoissé dans la vie. Donc, sur un court, c'est Terminator. Mais dans la vie quotidienne, il a le courage de Scooby-Doo. Hein. Donc, ce qui veut dire, il a peur donc du noir et de l'obscurité. Il ne peut pas dormir seul le soir dans l'obscurité s'il n'y a pas la télé allumée ou des lampes allumées. Il a peur de l'orage, mais une peur violente de l'orage. Il peut même faire des crises d'angoisse si par exemple il y a une panne de courant. Il a peur également des araignées, une peur phobique des araignées. Il a une peur phobique également des chiens. Il a une peur extrême de rouler vite en voiture. Au niveau kilomètre-heure, il est plus proche de Tantivette que de Fernando Alonso. Que dire d'autre sur ce garçon qui est un véritable tueur des cours? Ah oui, au niveau de l'eau, il ne s'aventure jamais loin dans la mer s'il ne voit pas le fond. Sinon, il est terrorisé. Et enfin, pour terminer, toutes ces peurs qui sont sur le terrain, là c'est un petit peu moins drôle, il a une peur quotidienne, une peur à chaque instant qu'arrive un événement négatif dans sa famille. Donc un vrai angoissé, finalement la chose qui lui fait le moins peur, c'est d'affronter Federer au meilleur de sa forme. Hein. C'est quand même assez incroyable. Mais ça c'est véridique, il l'a confirmé. Oui, mais on se souvient quand même des récentes déclarations de Nadal et on a tous été très étonnés. Parce qu'il est méconnaissable dans sa déclaration, dans sa communication, où il reconnaît ses faiblesses. Et là, on a l'impression qu'il est pris par ce personnage-là qu'on ne connaît pas. Et on vous parle là vraiment du plus grand guerrier de tous les temps sur un court avec Connors. Hein. C'est un mental insubmersible. Et d'ailleurs, c'est un garçon qui est très humble. Je ne le connais pas, mais je veux dire, dans sa... C'est une autobiographie qu'il avait faite à deux mains avec John Carlin. Et c'est lui-même qui reconnaît toutes ses faiblesses dans son livre. Ce n'est pas une autobiographie, on va dire, faite par d'autres, où on met un
petit peu de piquant pour faire vendre. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la mentalité de Nadal et reconnaître toutes ses faiblesses, reconnaître toutes ses peurs. Et se faire passer, on va dire, pour quelqu'un qui est angoissé partout, alors qu'il a une image de guerrier insubmersible. Je trouve ça plutôt top. Ceci dit, on n'a finalement jamais vu de joueur, enfin à ma connaissance, qui aurait tenté d'exploiter ses fragilités psychologiques. C'est pas noir quand tu joues, il n'y a pas de chien, pas d'araignée, il n'y a pas Vous d'orage. venez de le dire, c'est un angoissé visiblement, donc il y avait peut-être quelque chose à aller faire. Tennistiquement, il n'y a rien à faire contre ce mec, physiquement non plus. Ah, des orages à Roland-Garros, c'est la seule Non, mais possibilité. peut-être il y a peut-être d'autres choses effectivement sur le terrain mental, peut-être que des joueurs ont pu essayer d'aller le bousculer un petit peu là-dedans. Mais, tu sais, c'est peut-être pour ça, et on se souvient justement de sa jeunesse, où il était parmi les meilleurs, mais on se souvient d'un Gasquet qui le battait tout le temps. Exact. On imagine le travail qu'il a dû effectuer sur lui-même pendant tant d'années. D'ailleurs, on voit que c'est pas un hasard si son oncle est toujours son coach, si c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans un cadre bien défini, qu'il a choisi d'être rassuré au quotidien. C'est vrai qu'il se sécurise sur un court avec toutes ses superstitions et ses Ah ouais, touchs, machin, les bouteilles alignées, la version oreille, dents, fesses, slip et tout. Et ça, c'est un classique quand même chez les tennismen. On se souvient de Lendl, des tics qu'il avait, Baker également, c'était pareil. Bah, quand même, Lendl et Baker, c'était quelque chose. Hein. Souvenez-vous, les tics de Baker, il se mettait tout le temps de la terre battue dans les yeux. C'est pas pratique. Hein. Je voudrais juste savoir si David a des phobies. Est-ce que tu as peur de l'orage, de l'obscurité, des chiens ou des araignées? J'adore les orages, l'obscurité, j'adore ça aussi. Les chiens et les araignées? Les chiens moyens et les araignées, pas de problème. Ouais. Un match de tennis peut-il accoucher d'un résultat nul? Vrai ou faux? Facile. Bah non. Sauf que... Bah oui, j'imagine. Mais... j'imagine bien que... Oui. Donc oui, là on va mettre... Explique-nous, parce que là, oui, on connaît bien le règlement du tennis, nous, et pour moi, il n'y a jamais de match. Un incroyable concours de circonstances, donc on va faire la machine Back to the Future, on remonte année 73, dernier tour des qualifs, Roland-Garros. Donc il y a deux inconnus qui s'affrontent, le français Negalen et le grec Keiladis, qui jouent le match pour eux qui est le plus important de leur carrière, puisque le vainqueur va accéder... dans le tableau final. Voilà, le Negalen en question, c'est le Negalen qui est ensuite devenu le directeur du tournoi de Strasbourg? Tout à fait. Ah mais oui, très bien, qui est le patron de quarterback. Oui, nous l'avons reçu un Alsacien. Voilà. Il était là hier à ta place. Voilà. Attends. Il est dans l'histoire. Alors vas-y, raconte-nous. Alors, ce cher... On a bien rebondi. Bonne transition. Ce cher donc Negalen, en fait, et ce qu'il a dit, donc, jouait le match le plus important de leur carrière. De Patrice Dominguez. D'accord, vous me l'apprenez. Et donc, ces deux joueurs donc, avaient la possibilité de rentrer dans le tableau final pour la première fois de leur carrière, et qui plus est Roland-Garros, donc c'était assez prestigieux. Donc, on était le dimanche, la veille de l'entrée. Parce qu'à l'époque, on commençait le lundi. Tout à fait. Et donc, les deux joueurs, il y a un petit round d'observation, il y a un set partout, le match est assez équilibré. On attaque le troisième set, puisque les qualifs, c'est en 2 sets gagnants. Donc là, le Français, il met ses habits de Superman et remporte les 4 premiers jeux. Donc on se dit parfait, 4-0. C'est à ce moment-là, il pleut. Donc là, les officiels commencent un petit peu à flipper, puisqu'il fallait terminer le match avant la fin de la journée. On ne pouvait pas le faire le lendemain. Donc ils décident de continuer quand même, malgré la pluie qui redouble et tout team. Donc le grec qui voulait arrêter le match pour reprendre pied, survolté par cette décision, aligne 4 jeux d'affilée, 4 jeux partout. Et à ce moment-là... Sous la pluie, sur la terre battue. Sur la terre battue. Et à ce moment-là, la pluie redouble, retriple, requadruple, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est Comment? Des halbardes. Tout à fait. Et à ce moment-là, interruption du match, puisque là, c'était absolument injouable. On rentre dans les vestiaires, les secondes passent, les minutes passent, les heures passent. Et là, on ne peut pas reprendre le match. On procède en même temps au tirage au sort, puisqu'il y avait un joueur qui avait déclaré forfait pour le tableau final. Donc, on fait le lucky loser. Ça libère de place. Ça libère une place. Donc, ça libère une place pour le perdant du dernier tour des qualifs. Oui, il y a la place du qualifié plus là. Tout à fait. Et là, au heureux concours de circonstances, au destin, tout ce que vous voulez, on tire au sort le perdant du match, Negalen Keiladis. Résultat, quoi qu'il arrive, les deux joueurs étaient qualifiés. Donc, à quoi ça va de reprendre le match? D'ailleurs, le match ne reprit jamais. On eut droit à 2 joueurs qualifiés, un match nul, un jeu partout, un set partout et 4 jeux partout, et des officiels complètement rassurés. Premier et seul match nul de l'histoire. Pas mal. Et peut-être, et sans doute le dernier, parce qu'effectivement, il fallait quand même un sacré concours de circonstances pour en arriver là. Oui, maintenant, il se passe quoi si le samedi, la veille de l'ouverture de Roland-Garros, on arrive à 2-7 à 1 C'est pourquoi on ne l'aurait pas fait jouer le lendemain matin très tôt. Bon. C'était peut-être moins souple à l'époque. Oui, peut-être. Dernière question, mon cher David. Allons-y, je suis prêt. Quel joueur ou joueuse pensez avoir un aigle imaginaire pour l'accompagner sur le court? Est-ce Art Larsen, est-ce Martina Hingis, est-ce Sergi Bruguera ou est-ce Billie Jean King? Sergi?
Sergi Bruguera avait un aigle imaginaire, mais pas du tout. Il s'agit de Art Larsen, qui est en fait une gâchette des 50s, une gâchette des années 50, qui est vraiment absolument fabuleux dans son côté atypique. Donc on connaît Art Larsen, par exemple, était quelqu'un qui n'était pas du tout porté sur l'entraînement. Larsen était également un joueur qui, avant chaque match, s'ingurgitait 6 à 8 bières, quelques hot dogs et une tarte aux fruits, qui rentrait souvent aux aurores pour jouer au match, ou coucher dans les vestiaires avant son match, ou même rentrer directement pour jouer son match après une bonne fiesta. C'était quelqu'un également qui fumait 60 clubs par jour. Donc vous voyez, un sportif qui était plus proche de Gainsbourg que de Djokovic. Et Art Larsen avait également un ami imaginaire, un aigle perché sur le dos. Un ami à qui il parlait, un ami qui lui répondait. Perché, hein. Oui, vraiment perché. Et un ami à qui également il écoutait. Il parlait pendant les matchs? Oui, il lui parlait, il l'écoutait. L'aigle lui donnait même des ordres. Il lui disait de tourner toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce que Art Larsen faisait pour s'accommoder des ordres de son oiseau. Je crois qu'il demanda même une fois l'autorisation à un officiel de Wimbledon pour lui demander si son aigle était autorisé à rentrer sur le terrain. Donc c'était bien barré. Et le plus barré, ce fut à l'US Open 1950. Art Larsen, au 3e tour, donc, refuse tout net de pénétrer sur le terrain. Donc les officiels se demandent pourquoi. Puisque sur le stade, il y avait 4 aigles géants en pierre. 4 pierres géants en marbre blanc, et Larsen ne voulait pas rentrer, il avait peur que ces 4 aigles géants perturbent la sensibilité du sien. Donc oui, en effet. Et donc les officiels, complètement angoissés à l'idée que le farfelu déclare forfait, acceptèrent de mettre une grande bâche sur chacun des 4 aigles. Larsen joua, remporta son match. Et le plus fou, c'est qu'il remporta également cette US Open 1950, car même s'il était barré, c'était également l'un des plus grands joueurs de son époque. Il a terminé comment, ce monsieur? Il a terminé, il est donc mort, puisque c'est un grand joueur. Après, il y a 2 versions qui s'affrontent. Une qui a eu un accident de moto, et l'autre, il est mort vieux, et je ne sais pas laquelle des deux est la bonne. D'accord. Voilà. Merci, en tout cas, c'est passionnant. Peut-être juste une petite définition, parce qu'il y a des définitions originales dans ton livre. Celle de Yannick Noah, juste pour terminer là-dessus, petit clin d'œil. Et je vais te laisser le loisir de la lire, d'ailleurs, parce que c'est toi qui l'as écrite. Hein. Oui, c'est plus défini sur des petits jeux de mots. Hein. Tennisman camerounais devenu définitivement français après sa victoire à Roland-Garros en juin 1983. Cette année-là, malgré son revers à la noix, Yann nique tout ce qui bouge grâce à un service dévastateur. Attention les secousses. Une saga restée inoubliable, synonyme tennisman, capitaine, chanteur, acteur, mannequin, sauveur de la patrie. Et golfeur. Et golfeur, voilà. Et puis on a une quarantaine d'autres comme ça, avec Strauss-Kahn, avec Safin, avec... Tiens, montre-nous Strauss-Kahn alors. Vas-y. Strauss-Kahn, voilà. Vas-y. Alors, athlète au jeu tout feu tout femme et spécialisé dans le double mixte, cet expert en bon coup n'a jamais eu de partenaire attitré sur le circuit, un manque de fidélité qui ne l'a pas empêché de se construire un joli palmarès avec différentes équipières qui ne sont jamais reparties vierges de leur union avec Dominique. La preuve d'un talent hors norme et d'un talent inébranlable. Voilà. Un commentaire, David? Est-ce qu'il a déjà joué au tennis quand même, Dominique Strauss-Kahn? Je ne sais pas. D'accord, on va enquêter alors. On se l'est inventé en joueur de tennis. Parfait, merci beaucoup. On rappelle donc le Dico bien frappé du tennis aux éditions Manokan. Laurent, il y a d'autres choses en prévision, d'autres bouquins, d'autres... Il y a un bon petit repos et des bonnes vacances. Voilà, pour le reste, parfait. C'est sorti, ça va sortir? Ça sort le 15 mai. Ça sort le 15 mai dans toutes les bonnes librairies, une semaine avant Roland. Voilà. Merci et bravo David. Une réponse. Pas mal quand même. Non, mais attendez, moi mon objectif c'était de ne pas faire Fanny parce qu'après je voyais. Avec la chance, tu pourrais au moins en avoir une sur 4. Ça m'intéresse pas la chance. Moi je voulais pas gagner avec la chance, je voulais gagner avec brio. Ouais, t'as perdu avec brio. Merci Laurent. On marque une petite pause. On va vous parler motocross avec une Française championne du monde de motocross, co-leader du championnat. C'est Livia Lancelot avec nous, avec vous dans l'Access en direct juste après ceci.